Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 3 décennies. Apprivoiser le temps en le retenant pour thème, voilà qui s'est imposé à la Cité. 200 temporalités vont s'entrechoquer pour fusionner en 2 jours intenses de débats portant sur l'éternel fugueur, ponctué d'échanges avec le public. Malgré cette chorégraphie d'idées rythmée par 50 débats, l'expérience humaine laisse penser que ces 2 jours ne dérogeront pas à la règle qui étreint nos vies. Les mots, les questions, les accords, les rebonds, les doutes, les échanges, les désaccords et les rires seront trop vite emportés. Le défi de la désormais plus que trentenaire Cité de la Réussite ne sera pas de retenir le temps, mais d'y créer ce que l'on retient. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Bonjour à tous. J'ai un petit peu la boule au ventre parce que j'ai fait mes études d'histoire à la Sorbonne et que ça me rappelle des partiels où j'étais toujours très en retard. C'est peut-être un petit peu le sujet de notre matinée, le sentiment d'être très en retard. Face au péril climatique, face à l'angoisse qui monte dans la conscience de nos concitoyens, ce sentiment que on ne sait pas très bien qui est au gouvernail. Ça, c'est un petit clin d'œil à Romain. On va parler aujourd'hui de technologie et de peut-être toutes les technologies avec un panel formidable que je vais vous présenter et que je vous demande d'accueillir. Je m'appelle Gildas Bonnel, je suis le président de l'agence CIDIES, je suis un communicant. Mais à la Sorbonne, j'étais spécialiste du clergé abdicataire pendant la Révolution française. Vous voyez où ça nous mène. Alors, je vais d'abord inviter à nous rejoindre ici Madame Clara Guémard, fondatrice de Raise.
C'est pas moi qui ai fait le plan de table, alors je suis un peu perdu. Je vais inviter tout de suite Axel Reynaud à venir s'asseoir ici, fondateur de Net Zero. À ma gauche, Antoine Robichon, directeur général adjoint de Citeo. Michael Trabia, qui est ici, du groupe Orange, et qui est directeur exécutif technologie et innovation. Et enfin, je l'ai déjà cité, c'est Romain Troublé, navigateur, biologiste, mais aussi patron de Tara Expédition, la fondation. Alors, vous connaissez peut-être, j'imagine, comment ça se passe ici à la Cité de la Réussite. On est là, non pas pour vous faire des exposés, sinon je serais très très en retard dans ma préparation, mais pour essayer d'échanger avec vous et d'échanger avec un panel d'étudiants qui nous fait le plaisir, l'amitié et l'honneur de s'intéresser à ce que les vieux briscards autour de cette table ont à raconter. Ils se présenteront tout à l'heure et c'est eux qui porteront une première salve de questions. Et puis ensuite, je vous donnerai la parole. Je vais d'abord prendre un tout petit peu de temps pour vous présenter et pour discuter avec nos intervenants. Quand on parle d'innovation, on pense technologie, on pense start-up, dans la Startup Nation, et on ne pense pas forcément à toutes les autres innovations dont on va parler. On va parler de finance, on va parler d'innovation sociale. Mais d'abord, je voudrais avoir un petit peu de temps avec vous, Michael, parce que vous êtes, quand on pense innovation Orange, forcément, on pense techno. C'est quoi pour vous? D'abord, quel est votre poste, ou en tout cas rapidement, comme si j'avais 10 ans, racontez-moi, vous faites quoi dans la vie? Moi, chez Orange, je suis chargé de deux choses, de préparer le futur, donc c'est toute la partie recherche, les technologies de demain, sur les réseaux, sur l'intelligence artificielle, sur l'Internet des objets, et puis aussi de construire le présent. Donc on délivre les produits et services. Si vous avez une box à la maison, c'est des box qui ont été conçues chez nous. Vos applications Orange, elles sont faites chez nous. Et donc et on le fait pour l'ensemble du groupe. Donc sur 25 pays, c'est 8000 personnes qui travaillent chez Orange sur l'innovation et les technologies. Et comment est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on est chez Orange, qu'on promeut des technologies plus énergivores que les précédentes? Comment est-ce qu'on fait pour être dans une ligne, une trajectoire qui va nous mener vers la neutralité carbone ou en tout cas vers le net zéro? Je crois qu'il n'y a pas un grand groupe, et sans doute pas que les grands groupes d'ailleurs, qui mettent pas aujourd'hui l'enjeu environnemental au cœur de sa stratégie. Moi, honnêtement, j'en connais pas, parce qu'on sait tous que si on le fait pas, on ne sera pas là demain. Alors après, il y a des convictions personnelles, mais c'est aussi tout simplement une nécessité. Et donc ça se traduit par deux éléments. D'abord, être au rendez-vous de notre objectif net zéro carbone. Nous, on a pris l'engagement 2040, donc on s'est fixé 10 ans avant l'accord de Paris. Et ça... c'est de la technologie, mais c'est aussi de l'optimisation de nos bâtiments, de nos flottes de véhicules, c'est de l'éco-conception. Les box dont je parlais tout à l'heure, on a vraiment une démarche d'éco-conception pour qu'elles durent plus longtemps, pour qu'on puisse les réutiliser, pour qu'on puisse également minimiser par exemple le nombre de répéteurs dont on a besoin dans la maison. Donc c'est vraiment en analyse complète. Et puis le deuxième aspect, pour nous, qui est fondamental, c'est comment on peut aider nos clients, comment est-ce qu'on peut les accompagner dans leur propre transition environnementale. Et on sait que le numérique, c'est un des éléments, c'est pas le seul, évidemment. On a besoin de changer les business models, on a besoin parfois de consommer moins, mais le numérique peut aider à limiter les déplacements avec les solutions de communication, de collaboration. Il peut aider également à plus partager, à produire moins. Aujourd'hui, on doit produire moins, produire mieux, produire plus près, produire plus durable. Pour ça, on a besoin aussi de solutions numériques pour se partager un certain nombre d'objets, que ce soit des solutions de mobilité, que ce soit une tondeuse, que ce soit n'importe quel objet. On a besoin de le localiser, on a besoin de l'identifier, on a besoin de payer. Et ça, c'est des solutions numériques. Oui, mais on a beaucoup parlé d'IT for Green pendant des années. Et puis aujourd'hui, j'essaie de me mettre à la place de notre auditoire. On se dit quand même, il y a une évolution qui est tellement rapide. Quand vous prenez le TGV aujourd'hui, les gens ne lisent pas un bouquin, ils sont tous en train de regarder des vidéos en 5G à 300 à l'heure. Il est où l'impact? Juste pour revenir à l'impact carbone, puisqu'on est là pour parler climat. L'impact du numérique, c'est 4% à peu près au niveau mondial des émissions de CO2. Mais qui double tous les 2 ans.
qui ne double pas tous les 2 ans, je vous rassure. Parce ah bon Non, pas du tout. Mais c'est à la fois peu et beaucoup. C'est-à-dire qu'effectivement, par rapport au transport, par rapport à l'industrie, par rapport au bâtiment, on peut dire que ce n'est pas énorme. Et en même temps, effectivement, 4%, c'est important. Donc on doit agir. Et en réalité, il faut bien comprendre une chose, c'est que l'impact du numérique, l'empreinte CO2 que nous avons, elle est très peu liée à l'usage, elle est liée plutôt à l'équipement. C'est-à-dire que mon smartphone, si je vais l'utiliser 8 heures par jour ou 1 minute dans la journée, en réalité, j'ai à peu près la même empreinte CO2 qui est liée à la fabrication de ce terminal, au fait que je l'ai récupéré, qui est liée au fait que le réseau a une certaine couverture. Et la partie trafic joue très peu. C'est pour ça, d'ailleurs, que malgré le fait que le trafic augmente de 30 à 40% tous les ans, donc vous vous rendez compte que si les émissions de CO2 suivaient l'augmentation du trafic, on serait déjà à des niveaux complètement inacceptables. Malgré ça, on continue à baisser nos émissions de CO2 et on est en ligne avec notre trajectoire net zéro carbone. Alors comment est-ce qu'on accélère? Vous accélérez quoi? Parce que le sujet, c'est ça, c'est le temps qu'on a. Quand on est un énorme groupe comme le vôtre, parce que vous avez des moyens, de la puissance, des financements, j'imagine. Un peu. On a tous besoin d'accélérer, honnêtement. Je pense qu'il n'y a pas une personne, je pense, ici, autour de ce panel et dans la salle qui n'a pas conscience de l'urgence. Donc l'accélération, elle est indispensable. Donc on le fait sur nos propres émissions, encore une fois, et ça, c'est tout. Il faut négliger aucune initiative. Voilà, c'est ça qui est important. C'est de l'additionnalité. Donc on additionne à la fois ce qu'on appelle nous le Green ITN, donc comment est-ce qu'on a des réseaux et un IT plus performant, on met ce qu'on appelle des sleep modes pour éteindre le réseau quand il n'est pas utilisé, on a des modes de veille sur les box, etc. Sur les équipements, donc c'est comment les faire durer plus longtemps. Nous on s'est fixé, je parlais des box tout à l'heure, une box, vous ne le savez pas, mais elle a une durée de vie de 8 ans, 9 ans, et la box que vous recevez, elle est en général, elle a déjà été utilisée. Elle n'est pas neuve? Elle n'est pas neuve, non, très rarement. On a changé la coque si c'était besoin, mais c'est du plastique recyclé pour pouvoir la faire. Ce qu'on dit chez nous, c'est qu'elle a 7 vies, donc elle peut être réutilisée 7 fois. Puis on travaille sur les smartphones avec nos clients pour pousser le reconditionner, parce qu'en réalité, on en a besoin de nos smartphones. C'est d'ailleurs un outil formidable parce qu'il a remplacé plein d'autres objets. Je crois qu'on a besoin aussi de mettre plus d'usage sur un même objet plutôt que d'avoir X objets à chaque fois. Donc aujourd'hui, on n'a plus de baladeurs musique, on n'a plus d'appareils photo. Ah, c'était le bon temps. On n'a plus de caméra, voilà. Ça parle peut-être pas à tout le monde dans la salle, mais les dans baladeurs, notre génération, vous montrerez des photos. On avait ça. Et aujourd'hui, un smartphone, ça a une durée de vie en moyenne de 3 ans. On était à 2 ans il y a quelques années, donc on a progressé, et nous, on se fixe comme ambition d'arriver à 5 ans. 5 ans de durée de vie pour limiter la production des smartphones qui durent plus longtemps. Ça me permet de mesurer le temps de parole. Merci beaucoup. On va revenir avec vous avec des questions. Axel, puisqu'on est sur les innovations, côté techno, mais pas seulement, vous pouvez me raconter, comme si j'avais 10 ans, vous faites quoi dans la vie? C'est quoi votre métier, net zéro? Alors, nous, on fait un truc qui peut sembler un peu bizarre. On veut enlever le CO2 de l'atmosphère. Alors, évidemment, il faut réduire. Ce que disait Michael, il faut, par des changements d'usage, des changements de comportement, des changements d'énergie primaire qu'on utilise, il faut réduire les émissions. Et juste pour refixer l'ordre de grandeur, aujourd'hui, on émet au niveau de l'humanité 50 milliards de tonnes de CO2 ou de gaz équivalent au CO2 tous les ans, qui vont s'accumuler dans l'atmosphère. Pour être net zéro, on en a parlé, c'est aussi le nom de mon entreprise, il faut arriver à 0 émission en 2050. Donc on va réduire tout ce qu'on peut, on est très en retard. Il nous reste, si on veut suivre le scénario 1,5 degré du GIEC, il nous reste 8 ans pour diviser par 2 nos émissions. Je ne sais pas si vous imaginez. À l'échelle de la planète, diviser par 2 les émissions en 8 ans. Donc on ne va pas y arriver. C'est la mauvaise nouvelle. Et donc on va dépasser les 1,5 degré. Mais même quand on aura réduit tout ce qu'on peut en 2050, le GIEC dit qu'il faudra encore enlever 5 à 10 milliards de tonnes parce qu'il y a des émissions résiduelles liées à l'élevage, liées à l'agriculture, liées à certains processus industriels qu'on n'arrive pas à décarboner. Et donc l'humanité va continuer à émettre 5 à 10 milliards de tonnes. Et donc il faut les enlever.
Et nous, ce qu'on cherche à faire, c'est contribuer à enlever ces 5 à 10 milliards de tonnes. En 20 secondes, net zéro, ça vient de quoi précisément? Parce qu'on entend de plus en plus, mais ce n'est pas forcément évident. Le terme net zéro, c'est être zéro émission en net, c'est-à-dire réduire et ensuite enlever pour arriver à zéro. D'accord, donc compenser les émissions résiduelles. Voilà, c'est enlever. En fait, quand une entreprise dit je vais être net zéro, alors en 2040, en 2050, etc., c'est je vais réduire tout ce que je peux. Et la partie incompressible, je vais la compenser en enlevant du CO2 de l'atmosphère. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est développer ce service-là en utilisant de la photosynthèse, puisque c'est très efficace pour capter du carbone dans l'atmosphère. Mais si on laisse les plantes à leur cycle naturel, le CO2 repart dans l'atmosphère quand les plantes se dégradent, sont brûlées, etc. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on extrait ce CO2, ce carbone, sous une forme extrêmement stable, qui peut être stocké dans les sols agricoles. Et quand on met ce carbone dans les sols agricoles, à part le fait qu'on l'a enlevé de l'atmosphère et qu'il n'y retourne pas, ça améliore la qualité des sols, ça améliore les rendements agricoles. Et on fait ça en zone tropicale parce qu'il y a beaucoup de résidus agricoles qui ne sont pas utilisés. Et il y a des sols qui sont pauvres, il y a des gens qui n'ont pas accès aux engrais, qui n'ont pas accès à, disons, des techniques agricoles très, très productives. Et ça permet d'amener tout un ensemble de bénéfices sociaux. Mais comment on fait pour aller vite? Parce que moi, j'entends un truc qui a l'air bien. Alors, c'est le sujet, je pense. Parce que dans l'innovation, on pourrait dire, super, on va innover, et puis vous allez voir ce que vous allez voir. Dans 20 ans, dans 30 ans, on va trouver la solution à nos problèmes. Ça va être le direct air capture, la fusion nucléaire et je ne sais pas quoi. On n'a pas le temps. On a 8 ans pour diviser par 2. Et ceux qui doivent diviser, c'est nous. Ce n'est pas les gens, genre au Cameroun, on a construit notre première usine. Eux, ils émettent 1/10 de ce qu'on émet. Donc c'est nous, il faut qu'on réduise de plus de 50%. Et il faut qu'on enlève, qu'on commence à enlever tout le CO2 qu'on peut de l'atmosphère. Et donc le sujet de l'innovation, c'est certes réfléchir à des choses qui seront intéressantes et qui pourront être déployées dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, mais surtout comment on déploie à toute vitesse tout ce qu'on a sous la main. En termes énergétiques, comment on déploie le solaire, comment on déploie l'éolien, comment on déploie le nucléaire, comment on décarbone l'énergie, comment on transforme les process de production et, là c'est un peu le plaidoyer pro domo, comment on commence à utiliser les technologies connues pour enlever du CO2 de l'atmosphère. On n'a plus le temps. Enfin, ça alors fait comment 30 ans. Comment on fait? Vous dites, alors, la question c'est du comment, mais comment on fait? Comment on le finance? Comment on mobilise? Quelle gouvernance? Alors, ça part. Enfin, le problème est. Je ne sais pas s'il y a une réponse. Enfin, ce serait bien présomptueux de dire. Il y a une on a 1h30, on va essayer de la trouver. Alors, il y a plein de réponses, mais le sujet, c'est un sujet de mobilisation. Et on voit qu'on arrive aujourd'hui. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'on a ce débat aujourd'hui. Il y a une reconnaissance globale que c'est le bon sujet, que maintenant il faut l'attaquer. Le problème, c'est que ça, en fait, il y a 30 ans, c'était la même chose. Moi, j'étais à la conférence de Rio en 92. Il y avait tous les chefs d'État qui ont reconnu le changement climatique et l'urgence de faire quelque chose. 30 ans après, en fait, on n'a pas fait grand-chose. Et donc, maintenant, il va falloir y aller avec de la réglementation, avec du prix du carbone, avec des comportements individuels, parce que, in fine, c'est aussi chacun de nos comportements. Est-ce que j'isole ma maison ou pas? Est-ce que je prends une voiture électrique ou pas? Ou est-ce que je ne prends pas de voiture? Est-ce que je fais ce voyage en Australie ou pas? Etc. etc. Donc, ce n'est pas juste, bon, l'État va faire quelque chose, puis nous, on suivra. Non, il y a des comportements individuels, mais il y a aussi une mobilisation des acteurs, les entreprises. Donc, on parlait avec Orange, et je pense que c'est très important que l'initiative vienne des entreprises. Mais in fine, ce qui va vraiment nous faire changer, c'est que le carbone doit avoir un prix. Et aujourd'hui, envoyer 1 tonne de CO2, c'est gratos dans l'atmosphère. Et ce n'est pas possible parce que le coût de cette tonne de carbone, c'est 200, 300 €. Et tant qu'on ne mettra pas un coût au carbone, notre modèle il ne marchera pas. Alors certains disent, changeons le modèle capitaliste, changeons le modèle, et avec ça, on va résoudre le problème climatique. On n'a pas le temps. Parce que changer un modèle, on voit bien, les soviétiques ont essayé, ça a mis quelques décennies et ça n'a pas bien fonctionné. Donc il faut qu'on le fasse dans notre cadre actuel. Et dans notre cadre actuel, c'est donner un coût au carbone. En 20 secondes, l'Union européenne vient de décider de mettre une taxe carbone aux frontières à horizon 2027. Je me suis dit, mais pourquoi 2027? Oui, parce qu'on est faible. Parce qu'on est faible. Parce qu'on dit qu'il faut essayer de trouver le bon équilibre social, il ne faut pas aller trop vite, parce que c'est vrai que mettre un coût au carbone, ça impacte nos vies. Et pas, je pense, pour la plupart d'entre nous ici dans cette salle, c'est pas trop dur.
Par contre, pour des gens qui ont très peu de moyens, qui sont très dépendants de solutions carbonées aujourd'hui, c'est très compliqué. Et donc, on est tiraillé, on dit on veut aller vite, mais ça va être dur de s'adapter, et puis on ne veut pas trop changer, et on est là à tergiverser, et on n'a plus le temps. C'est ça le problème. Surtout que j'avais donné 20 secondes. Merci. On y reviendra tout à l'heure. Antoine Robichon, vous êtes directeur général adjoint de Citeo. C'est quoi Citeo? Ouais, Citeo. Parce que les étudiants, on s'est posé... Si je vous dis poubelle jaune, oui. J'espère que ça vous parle tous. Bon, alors, elle n'est pas toujours jaune, mais le bac de tri des emballages et des papiers, c'est ce qu'organise Citeo en fait, depuis 30 ans. Je voyais que la Cité de la Réussite avait 30 ans. Et donc notre quotidien, en fait, c'est de mettre à disposition du grand public tous ces bacs et surtout d'organiser derrière la collecte, le tri. Donc on le fait en partenariat avec les collectivités locales, avec tous les acteurs de la gestion du déchet pour recycler les emballages. Et on parlait de différents types d'innovations là qu'on a touché du doigt. C'est à l'origine, il y a 30 ans, une réglementation assez innovante qui était de dire aux entreprises qui mettent un emballage un produit avec un emballage sur le marché, vous allez devoir vous en occuper après la consommation. Ce qui, à l'époque, était quand même quelque chose d'assez étonnant. Ah oui, il va falloir que je m'occupe de l'impact de la fin de vie. On appelait ça fin de vie. Maintenant, on parle d'économie circulaire. Et Citeo, en fait, c'est l'entreprise qui propose à tous nos clients de la grande consommation, tous les produits que vous allez retrouver dans vos supermarchés, d'organiser le système derrière. Et donc, notre métier, c'est tant de mettre des bacs, comme je le disais, organiser la collecte, mais aussi maintenant, de plus en plus, penser à la conception à l'origine, penser que cet emballage, cette matière que vous utilisez, il va falloir la récupérer, et donc peut-être aider à ce que la récupération soit plus facile. Et donc, c'est l'éco-conception, et il y a beaucoup d'innovations là-dedans, et c'est aussi faire changer les comportements. Parce que j'ai commencé à vous dire, est-ce que vous connaissez tous la poubelle jaune? Si chacun d'entre nous dans cette salle ne fait pas ce premier geste, alors la ressource, on va la perdre. Et ça, c'est hyper important. Et on voit bien, et c'est la spécificité, je pense, du modèle Citeo à la base, mais qui va devoir toucher de plus en plus d'activités, c'est comment on fait coopérer tous les acteurs d'une même chaîne. Parce que s'il n'y a pas cette coopération, cette chaîne, elle s'arrête. Et là, on n'aura pas ces ressources qu'on arrive à réintégrer. Et au passage, ces économies de ressources, elles permettent d'économiser 2 millions de tonnes de CO2, d'équivalent CO2 en France chaque année, ce qui est assez intéressant. Qu'est-ce qu'il y a dans ces poubelles? Quand on plonge dedans, pardon, c'est une question qui vient. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces poubelles? Quand on plonge dedans, bon, alors est-ce qu'on sait récupérer? Qu'est-ce qu'on va rapidement? Mis à part quelques erreurs de tri, donc je vous invite à consulter tous les guides. Il y a des applications, on essaye vraiment de se développer, puis on est preneur des retours pour qu'on s'améliore toujours. On trouve les grands matériaux que composent les emballages et le papier. Donc on a tout ce qui va être vert, les bouteilles de vin par exemple, de bière, où ça se recycle très bien. Et d'ailleurs, les acteurs économiques qui utilisent le verre, ils ne nous avaient pas attendu en fait, pour mettre en place ces systèmes parce que ça leur coûtait moins cher et moins d'énergie en fait, à récupérer le verre pour refaire une bouteille. On trouve tout ce qui va être carton, et donc ça c'est intéressant. Cette fibre, on arrive bien à la recycler. Les métaux, les métaux, ils ont toujours de la valeur. Donc, d'ailleurs, les chiffonniers, ils sont toujours allés chercher ces métaux-là. Et puis, la grande nouveauté de l'après-guerre, c'était le plastique. Et en fait, je dis le plastique, mais ce sont les plastiques. Il y a plein de résines différentes. Il y a même des plein de mélanges. Ouais, c'est ça. Des mélanges. Et c'est ça, quand je parlais d'éco-conception, finalement, ce plastique qui a par ailleurs plein d'avantages, mais aussi plein d'inconvénients et qu'on n'avait pas forcément intégré au départ. Comment on construit ces filières de recyclage pour le réutiliser en fait un maximum. Ok, l'innovation, elle se passe où chez vous aujourd'hui? Ça n'est pas anodin, le fait d'accompagner les clients et donc les grandes entreprises et distributeurs à choisir les bons matériaux pour penser la seconde vie des emballages. Mais sinon, ça se passe où? Elle se passe partout, parce que le mis à part, il est quand même énorme, important. Ouais. Et là, on va parler de technologie, on va parler de protection du produit, et puis on va parler plus en aval de comment justement on le réintègre dans une boucle de matière. On parle là d'économie de ressources, et ça ne s'oppose pas au carbone d'ailleurs. Je vous donne juste une petite digression. Pendant le Covid, à un moment, il y a eu cette question de quelles sont les activités essentielles à maintenir. Et
on a eu des acteurs qui ont dit, attendez, moi j'ai plus de carton, j'ai plus de plastique pour pouvoir emballer le gel qu'on utilisait tous. Et donc, c'est devenu une activité essentielle. Donc, derrière ce concept qui peut paraître un peu abstrait d'économie circulaire, en fait, c'est devenu une réalité. On a besoin de ces ressources. Et donc, pour répondre rapidement à la question, le champ de l'innovation, il est aussi sur les comportements, parce que comment on fait aujourd'hui pour dépasser, on est à peu près à 70% de taux de recyclage. Donc, allez, deux emballages sur 3 sont recyclés. Pour avoir les dernières marches, là, c'est vraiment comment nous, on va aller capter le geste de tri de tout le monde, partout, tout le temps. Ça, c'est des innovations plutôt... Je voulais un mot sur le Circular Challenge, parce qu'après, ça fera un lien, on s'est rencontrés là. Donc ça, c'est les thèmes d'innovation, touchant tant le comportement que de la techno. Et après, c'est comment on fait travailler des acteurs ensemble, sous forme de consortium, c'est ce qui est de plus en plus efficace. Et puis, aller détecter l'innovation, soit chez nos grands clients, soit effectivement en s'appuyant sur là où il y a de l'énergie aujourd'hui de l'innovation. C'est donc beaucoup les startups, vous en parliez en introduction. Et ces startups, aujourd'hui, nous, on a un programme qui s'appelle le Circular Challenge dont vous parliez, qui est là pour détecter des startups sur les différents thèmes qui nous intéressent et puis les aider à accélérer. Quand on parle d'accélération, c'est comment vous passez d'une idée qui a l'air intéressante à une idée qui va être à l'échelle, parce que vu l'urgence, il faut qu'on soit sur des solutions à l'échelle. Ça peut être un peu dur à dire, mais des petites initiatives très intéressantes, mais si elles ne grandissent pas, on n'a plus de temps à perdre en fait. Il faut vraiment aller accélérer ces gens pour qu'ils soient à la bonne échelle. Et donc nous, on essaye de les accélérer en les accompagnant du mieux qu'on peut. Je vous lâche 20 secondes, mais vraiment 20 secondes. Comment est-ce qu'on s'assure qu'une techno, parce que les startups, les startup nation, bon, ça va, les startups, pardon, mais à un moment donné, c'est pas parce qu'on est une startup qu'on ne commet pas des externalités. Comment est-ce que vous assurez, comment est-ce que vous mesurez, avant de déployer, peut-être de financer, on en parlera avec Clara Guémard, comment est-ce que vous assurez justement de la mesure d'impact? Parce qu'il peut y avoir des très bonnes, mauvaises idées, non? Oui, on en a vu. On va rester modeste, mais c'est bien ce que vous venez d'évoquer, c'est la mesure d'impact. C'est au-delà de l'idée ou de l'intuition qui est bonne, quelles vont être les méthodes pour essayer de s'assurer de l'évaluation de l'impact. Hier, dans ce Circular Challenge, justement, on avait une journée avec les 8 startups qu'on accompagne dédiée à comment ils mesurent leur impact. Et leur impact, c'est... vraiment en regardant tout, l'impact carbone, l'impact de la biodiversité, sur la biodiversité, l'économie de la ressource. Donc c'est trouver les méthodes qui vont permettre ensuite de dire, voilà, on a les métriques, on a des chiffres, on s'engage sur ça. C'est ça qui va être important. Super, merci. En plus, ça me fait la liaison avec Romain sur la biodiversité. Ça m'a touché ce que vous m'avez dit au téléphone, Romain. C'est-à-dire, on parle beaucoup du climat, on parle beaucoup du climat. Bonjour à tous, merci d'être là. Je me présente un peu? Bah oui. Ça y est, vous avez compris l'exercice? Ouais. Moi, je suis un marin au départ. J'ai fait beaucoup de bateaux de course, de Coupe d'América 2 fois, etc. Et puis, je suis biologiste de formation. Pas ici, mais juste à côté. Et je dirige depuis une vingtaine d'années, presque 20 ans maintenant, la Fondation Tara qui, depuis 20 ans, trouve des moyens privés pour financer la recherche publique d'accès aux océans. La Golette Tara, qui est un bateau qui fait la recherche océanographique à la voile, on prend le temps, et pas tant que ça quand même, parce que le rythme est assez effréné, mais on emmène avec nous les CNRS, tous les chercheurs de la planète. En général, jusqu'à maintenant, il y a 70 institutions de 35 pays qui ont été travaillés avec nous sur des projets globaux de compréhension de la biodiversité. Et effectivement, l'océan, c'est le dernier récipient, en fait, de la chaleur, des polluants, du plastique par exemple, les contaminants, évidemment qu'on ne voit pas mais qui sont bien présents. Et c'est aussi un endroit où on a longtemps cru qu'on pouvait tout y jeter, tout y prendre sans avoir d'impact, tellement ça paraissait gigantesque. Et depuis 20 ans, on voit bien qu'on touche les limites de cet écosystème. Et ce que je te disais au téléphone, c'est que pour moi, on parle beaucoup de changement climatique, mais on ne dépend pas du changement climatique, on dépend de la biodiversité. Pour se nourrir, pour respirer, c'est cette biodiversité qui doit être le centre de tout. Et finalement, les enjeux de pollution, les enjeux de changement climatique, ça affecte cette biodiversité. Évidemment que le changement climatique va faire monter la mer à quelques endroits. Il va y avoir des impacts locaux directs. Mais le gros des impacts, c'est le changement des cultures. C'est le changement de ce qu'on va manger, de ce qu'on va cultiver. C'est le changement de tout va changer en fait à ce niveau du vivant
Et Tara, le cœur de ce qu'on fait, c'est de comprendre cette biodiversité. L'océan est encore inconnu. Chaque fois qu'on part en mer, au moment où je vous parle, Tara est en Angola, au large de l'Angola, en escale, à Luanda, pays pétrolier à 90%. C'est là qu'on essaie de comprendre comment ça marche. Comment cet océan produit autant de protéines, comment cet océan produit autant d'oxygène, stocke autant de carbone. C'est pas la physique qui fait ça, c'est le vivant qui fait ça. Et c'est comme quand on comprend une maladie. On a besoin de comprendre comment ça marche pour ensuite trouver qu'est-ce qu'il faut protéger ou être plus efficace demain sur les solutions. Donc ce que fait Tara, c'est ça. Et bien sûr, quand on s'intéresse à ces sujets-là, et qu'on découvre autour du monde, en Antarctique, partout, du plastique, du microplastique, on est frappé par l'enjeu des flux et des stocks. Et ce stock de plastique qu'on a mis, il ne faut pas se dire qu'on ira le nettoyer, parce que ce n'est pas ça l'avenir. L'avenir, c'est de stopper le flux. Le flux, c'est ce que fait Citeo à son échelle en France, mais le flux, il départ aussi de réduire la consommation. Comment on attaque ce flux? Et ça se passe. Et là, ça demande beaucoup d'innovation technologique, mais aussi d'innovation sociale. Et ça demande aussi beaucoup de transparence sur les données, les data, pour que chaque entreprise, chaque acteur de la chaîne de valeur dise moi j'ai ça, qui est intéressé? Et aujourd'hui, il n'y a pas de transparence, très peu de transparence sur tout ça. Et je pense que si on n'a pas de transparence dans l'innovation de la chaîne de valeur, on n'arrivera jamais à trouver l'innovation qui va permettre de changer d'échelle. C'est quoi pour vous l'innovation que vous attendez? Vous êtes un observateur, quoi. Vous êtes à la fois un scientifique et puis un marin. Vous êtes une vigie. Qu'est-ce que vous espérez de vos vœux? Nous, on utilise beaucoup d'innovations technologiques. La génomique, l'ADN, on connaît tous l'ARN maintenant, la PCR. Tout le monde a tout compris ce que c'était que la PCR depuis 2 ans. On travaille sur cette technologie-là depuis très longtemps. Et c'est vraiment ça qui a déclenché ce que fait Tara. C'est grâce à cette technologie. Mais l'innovation, ce n'est pas que la technologie, vous l'avez dit déjà avant. C'est aussi comment on trouve des moyens d'être ensemble sur cet enjeu qu'on a devant nous. Comment on casse les silos. Ça demande du digital, oui, mais ça demande aussi de s'écouter, d'arriver à collaborer. Et pour moi, c'est ça l'enjeu majeur, en fait. En France, on a un pacte emballage. On prend le sujet de l'emballage et un pacte emballage qui sert de mettre ensemble tout le monde du secteur, distributeurs et metteurs sur le marché. Et il n'y a pas assez de dialogue, il n'y a pas assez d'envie de travailler ensemble, il y a trop de défiance en fait entre tous les acteurs. En tout cas, ça c'est ma perception. On est la seule ONG qui écoute ce pacte et qui participe à ce pacte aujourd'hui. Pourtant, je dois trahir nos panélistes. On avait dans les questions que vous m'avez envoyées, la question qui vous taraudait sur des start-up, des ONG ou des grandes entreprises. Et en fait, moi, je lis dans cette question en qui on peut avoir confiance, mais c'est quand même très clivé comme question. Comment vous réagissez là-dessus? On a tous un travail à faire sur nous-mêmes, je crois. Et on a longtemps eu d'un côté l'industrie, de l'autre côté les bien-pensants, société civile, et qui ont aussi leur travers. Et je pense qu'il faut arriver à travailler ensemble. On le voit tous les jours. Moi, quand je vais travailler avec un industriel, je prends conscience des enjeux qu'il a pour transformer son industrie. Ça vous explique. Et lui, il comprend aussi les enjeux d'urgence qu'il y a quand on lui raconte ce qu'on voit sur l'océan. Il y a un vrai sujet de co-construction, en fait, de co-compréhension, de co-construction. Comment je change d'entreprise? Comment j'accompagne? Qu'est-ce qui est le moins pire d'abord? Et qu'est-ce qui est le mieux après? C'est ça qu'il faut arriver à faire. Je ne crois pas que la solution est dans la société civile. Même si on veut consommer bien aujourd'hui, on va au supermarché pour ne pas acheter de plastique. Good luck. Good luck. Hein. Donc il y a un vrai sujet aussi, je pense aussi, quelque part, pour les entreprises, notamment les distributeurs, de survie à échelle 5 ou 10 ans. Je ne sais pas trop comment Citeo voit le sujet, mais on ne va pas acheter du plastique comme on achète aujourd'hui dans 10 ans. Il va falloir changer de modèle. Et ça, Carouf ne pourra pas le faire tout seul, pour ne pas citer une marque. Merci, on ne l'a pas entendu. Merci beaucoup, Romain. Clara Guémard, d'abord, comment vous avez entendu tout ça? Ça m'intéresse. D'abord, présenter, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Clara, maintenant? Comme si j'avais 10 ans. Bonjour à toutes et à tous. Moi, j'ai créé avec Gonzague de Blinière Raise, qui est une société d'investissement. Et on est parti de plusieurs convictions. La première, c'est que la finance, c'est une énergie et qu'elle est ni bien ni mal, mais la question, c'est de savoir à quoi on l'utilise. Et que dans le sujet qui nous préoccupe, l'argent, c'est le nerf de la guerre et que la finance,
c'était pas du tout repensé. Elle le fait depuis 2 ans, mais quand on a démarré il y a 8 ans, la finance, c'était sans doute le monde le plus égoïste et le plus greedy, comme on dit en bon français, et qu'il fallait le repenser. La deuxième, c'est que on a la conviction que c'est pas par la peur qu'on changera le monde, mais par l'espoir. Et on croit à l'écologie des solutions. Elles sont pas encore toutes là, elles sont pas encore toutes prêtes, mais plus on accélérera dans le monde politique, dans le monde social et dans le monde de l'entreprise, les solutions, ben, c'est comme ça qu'on arrivera à résoudre l'urgence, même si l'urgence impose, ça n'a pas du tout été dit, de ralentir. Ralentir sur beaucoup de choses, c'est aussi une forme de réponse. Et la dernière conviction, c'est que le partage, on a parlé du partage de la connaissance, mais le partage, la générosité est un moteur économique. Et donc Raise, c'est une société d'investissement où on est allé voir les grandes réussites françaises, dont 2 autour de cette table, Orange, Citeo, et plein de grands groupes du CAC 40, en leur disant on va investir dans les belles entreprises en minoritaire, en faisant confiance aux dirigeants qui ont envie de changer le monde, qui ont envie de changer le monde à la fois sur l'impact écologique, mais sur l'impact social, parce qu'on a la conviction que si on n'adresse pas la question sociale, on ne fera pas le changement écologique, c'est ce qui était très bien dit par Antoine. Et donc on a créé un système assez simple, qui est qu'on investit dans des entreprises de toute taille. On commence par la start-up jusqu'à l'entreprise, l'ETI, aux côtés des dirigeants. Mais nous, l'équipe, on donne 50% de ce qu'on gagne à une fondation pour l'entrepreneuriat. Et on a aujourd'hui la plus grosse fondation privée pour l'entrepreneuriat, qui a 37 millions d'euros, et qui finance les projets des start-up. On fait des prêts de 100 000 à 500 000 euros à taux zéro, sans garantie, avec 2 ans de différé. Et aujourd'hui, on en a fait plus de 150, on a vu plus de 4000 start-up, on en accompagne 450. Et on se dit que la générosité de l'équipe a permis de créer des belles boîtes comme Exotech, comme Celency, enfin des boîtes qui sont aujourd'hui, des sociétés qui sont aujourd'hui des licornes. Et ça rend heureux de savoir qu'à la fois, on a réussi notre pari, et en même temps, on a aidé des gens extraordinaires à changer le monde. J'ai d'abord une petite question, après j'en ai une plus grande, mais je place la petite. Vous dites rencontrer des dirigeants qui ont envie de changer le monde, d'avoir un impact social et environnemental bénéfique. Vous avez été à la tête d'une très grande entreprise. Il y a derrière un conseil d'administration, il y a derrière des actionnaires. Est-ce que c'est vraiment du domaine du dirigeant? Est-ce que le dirigeant a la position, la liberté, le courage? Alors, je suis aussi membre de plusieurs boards de grands groupes, de Bouygues, de LVMH et de Veolia. Je reviens d'un voyage à New York où la question du net zéro, qui n'est pas tout à fait simplement ce que fait ton entreprise, mais, mais qui est un engagement que prennent beaucoup d'entreprises d'arriver au net zéro. C'est absolument clé. Je crois que Michael l'a très bien dit. Aujourd'hui, ce n'est pas simplement les conseils d'administration, mais c'est la finance en général qui a pris le virage. C'est récent, ça fait il y a 2 ans, mais l'avantage dans la finance, c'est que ça va très vite. Ça va vite, ça va très vite. Et nous, ce qu'on voit, on a créé un fonds d'impact qui finance des entreprises qui ont vraiment des technologies qui changent les choses. Je ne résiste pas au plaisir d'en donner quelques exemples. Faire un peu de publicité, faites-le. Non, ce n'est pas la publicité, c'est la publicité pour elle. Il y en a une qui s'appelle M2I dans le monde agricole, justement, sur la biodiversité. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la confusion sexuelle des insectes. Oui. Et ça a l'air de rien, mais ça change tout. Oui. Parce que vous pouvez empêcher les insectes de se reproduire sur les plantes qu'elles abîment. Donc vous ne les tuez pas, vous empêchez la prolifération, et surtout, vous n'empêchez pas les autres insectes de butiner sur ces plantes. Tout ça, ça existait dans les années 70, ça a été abandonné par les pesticides et maintenant ça revient. C'est game changer et aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est encore une entreprise qui n'est pas très grande, mais ils ont leur compensation, pour parler du net zéro, c'est l'équivalent des pesticides de la Pologne et de l'Afrique du Sud. Donc c'est un enjeu majeur. Je reviens aux investissements pour reboucler avec la question que j'avais pour Antoine tout à l'heure.
comment est-ce que vous faites la mesure des impacts? Parce que c'est une grosse responsabilité aussi C'est une question absolument majeure, et ça, nous, on a démarré par ça. C'est-à-dire qu'on a pris 1 an à essayer de trouver un outil qui nous permettrait à la fois de savoir si l'investissement qu'on faisait, la mesure de l'impact était pertinent. Et donc on a un outil qui nous permet de mesurer en volume et en valeur la croissance de l'impact dans les entreprises dans lesquelles on investit. Et on fournit cet outil aux entreprises dans lesquelles on a investi. Et on l'adapte évidemment à la taille de l'entreprise. Et on a créé, par exemple, un véhicule qui s'appelle Seed for Good, où on investit vraiment dans les toutes petites startups. Et dès le départ, on leur donne les outils qui leur permettent de mesurer leur impact social, environnemental et de gouvernance. Parce que la gouvernance, on n'en a pas parlé, mais elle est absolument clé. On l'a évoqué un petit peu. Elle est absolument clé dans le changement de business model qu'on doit tous opérer. Ce qui moi, je trouve de très encourageant, c'est que dans les startups qu'on accompagne, elles inventent des solutions parce que justement, elles adressent directement la question climatique ou la question de la biodiversité. C'est le centre de leur activité. Alors que pour les grands groupes, jusqu'à une période récente, ce n'était pas le centre de leurs activités. C'est une chose qu'elles doivent résoudre, mais qui n'était pas leur raison d'être. Et là, on voit énormément d'initiatives, et je suis d'accord avec Antoine. Nous, notre responsabilité en tant que financier, c'est d'accélérer de donner la capacité à ceux qui ont les technologies, l'écologie des solutions, d'apporter cette solution au plus grand nombre. C'est ça notre responsabilité. Donc la mesure de l'impact, elle est extrêmement importante. Le sujet aujourd'hui, c'est qu'elle est confuse. Il y a plein d'initiatives. Si on parle de la taxonomie européenne, si on parle du chemin qui est pris par les Américains, qui va en fait de façon un peu frontale avec la taxonomie européenne, puisque la taxonomie européenne, elle dit qu'il va falloir interdire, et les Américains, ils mettent un chemin pour y parvenir, ils sont plus pragmatiques que nous. Le fait que tout le monde essaye de venir avec sa norme, ça rend très très compliqué pour les entrepreneurs de savoir à quelle référence se vouer, et ça c'est un chantier majeur. Merci beaucoup, Madame Guémard. Alors, je vais vous présenter. Vous présentez. Vous êtes 3 étudiants qui avaient accepté l'exercice de préparer des questions. Juste vous présenter en un mot sur vos spécialités, qu'on sache d'où vous parlez. Bonjour à tous, bonjour chers intervenants, bonjour cher public. Je m'appelle Jeanne Terpro et pour me présenter rapidement, je suis diplômée d'un master en finance durable. Ok, Jeanne, merci. Bonjour à tous. Finance durable, future collaboratrice. Merci à tous d'être là. Donc, moi, c'est Arthur Dardarian. Donc, je suis étudiant en école de commerce et j'ai aussi monté le premier Student VC de France. Le premier Student VC. On fait du venture capital, pas très loin de ce que fait Clara. On investit dans des startups en phase de développement montées par des étudiants. Bon, deuxième futur collaborateur. Vous savez qu'on est un peu en tension en ce moment. Bien, on recrute. Oui. Bonjour à tous. Moi, c'est Diaby Kalilou. Merci d'être là. Moi, j'ai un profil un peu différent. Je suis en Master 2 informatique et réseau. Formidable. Je suis bientôt à la fin de mon cursus, mais je suis quand même passionné du temps. Du coup, et un futur collaborateur aussi. Alors, allez-y, vous avez préparé des questions. Je vais en faire le filtre, en fait, si vous voulez bien. On en a préparé plusieurs, mais vous en avez passé aussi pas mal. Oui, fallait s'attendre à quelques redondances. Moi, j'ai une question qui m'est venue. C'était, est-ce qu'il est vraiment possible de lier la notion de gain-profit avec la notion du climat, parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose d'assez contradictoire assez souvent. Alors, qui prend ce ballon là Allez, Axel. Je veux bien lancer, mais c'est plus un débat. C'est sûr que ça va avoir un coût, hein, l'adaptation, les réductions, etc. Au niveau global, ça va avoir un coût. C'est pour ça que je disais il faut donner un coût au carbone, parce que si on ne donne pas un coût au carbone, il y a plein de mécanismes financiers qui ne se mettent pas en place. Après, à l'échelle micro, il y a plein d'initiatives qui peuvent être très profitables pour le climat et économiquement. Donc on disait recycler les box ou les téléphones, c'est efficace. Nous, modestement, ce qu'on fait en mettant du CO2 qu'on a capté dans l'atmosphère dans les sols, on augmente les rendements agricoles et on réduit les besoins en engrais. Et donc, en fait, il y a un bénéfice. Donc, il y a plein d'idées intelligentes où on peut, en fait, avoir un comportement vertueux. Les entreprises peuvent mettre en place des systèmes vertueux en gagnant de l'argent. Mais il ne faut pas se leurrer,
le climat, au global, ça va coûter. Ça va coûter beaucoup en investissement, et il faut beaucoup de finances derrière, parce qu'il va falloir financer des nouvelles infrastructures de production d'énergie, des changements, etc. etc. Après, on peut être intelligent, et il y a plein d'endroits où, en fait, avec un peu d'intelligence et un peu de sobriété, on peut en fait avoir un système qui est économiquement intéressant. Merci. Michael, est-ce que vous êtes un centre de coût Est-ce que l'innovation au service du climat, aujourd'hui, est considérée par le groupe Orange comme un investissement d'avenir? Et est-ce que c'est compatible avec le profit court terme, hein? Oui, je crois que c'est bien sûr compatible. Alors après, on peut aussi se dire qu'il y a besoin de régulation, il y a besoin de règles. Moi, je partage le fait que tout ne va pas être possible avec les incitations économiques actuelles. Pour autant, je crois qu'on peut faire beaucoup de choses dans ce cadre-là. On en a parlé tout à l'heure aussi avec Clara Guémard. On a beaucoup d'initiatives qui nous permettent d'allier les deux. Je vais prendre un exemple concret. Quand aujourd'hui on a des solutions de communication, de collaboration à distance, on est sur des technologies existantes, on n'est même pas sur des technologies qu'on connaissait déjà, sur lesquelles on a eu en fait une innovation plutôt d'usage, parce que le Covid nous a amené à travailler avec ces solutions, mais ces technologies existaient, et tout d'un coup on s'est aperçu qu'on pouvait, en fournissant ces solutions, donc pour nous c'est une activité économique, diviser très fortement la mobilité des salariés des grandes entreprises. Et des petites d'ailleurs. Et moi, en tant qu'utilisateur, moi j'ai des gens qui font du développement, j'ai des gens qui font de la recherche. Concrètement, cette année, on a divisé par 2 le nombre de déplacements de nos 8000 salariés dans le monde grâce à ce type de solution. Moi, je pense que on a besoin d'innovation. L'innovation, c'est un élément, c'est pas le seul. Mais clairement, on peut avoir de l'innovation à condition qu'elle soit avec une intentionnalité, et je crois que c'est ce sur quoi on réfléchit aujourd'hui dans les grands groupes, c'est l'intentionnalité de l'innovation, et ça veut dire penser dès le début, quand on fait par exemple une nouvelle box, penser éco-conception, penser impact positif, dès le début de cette innovation. Clara Guémard, merci beaucoup. Oui, je pense qu'on est en réalité convaincu, d'ailleurs Michael l'a dit au début, les entreprises qui ne font pas le virage, c'est un peu comme les entreprises qui en 95 n'auraient pas pris le virage de l'Internet. C'est leur survie qui est en cause. Et donc le coût d'investissement, il y a plein de solutions pour le financer. Nous, on est en train de réfléchir à créer un fonds qui va permettre aux PME, parce que on parle toujours des grands groupes, des startups, mais le PME, c'est le gros de l'économie française, à faire cette transformation écologique. Ça leur coûte un investissement en capital, de mettre des toits solaires, de mettre des prises pour les véhicules électriques, etc. Nous, on va payer cet actif pour leur permettre de faire tout de suite cette transition écologique qui vont faire qu'elles vont baisser leur impact carbone. Donc, et ces PME-là, il faut leur trouver des solutions pour qu'elles puissent faire ce virage-là, parce que si elles ne le font pas, elles n'auront plus de clients et elles vont mourir. Donc, on est vraiment aujourd'hui dans un moment où le diagnostic est fait, je crois qu'il est reconnu par tout le monde, et ce que tout le monde cherche, c'est ce qu'on appelle l'écologie des solutions. Trouver les solutions pour que tous les acteurs, où qu'ils soient, puissent ne pas se retrouver dans la situation des agriculteurs dans lesquels on les a mis, où ils utilisent du glyphosate, on les insulte, alors qu'en fait, ils n'ont pas aujourd'hui les moyens financiers d'opérer cette transformation agricole. Alors c'est là où il faut une mobilisation collective pour les aider à le faire, parce qu'ils veulent bien le faire, c'est pas la question. C'est qu'on les a entraînés dans un business model qui était complètement à l'envers, et il faut leur laisser le temps et ne pas... le principe d'accusation et de la peur, c'est sans doute ce qui va empêcher la transition écologique. Moi, c'est vraiment le message que je voudrais faire passer. Je trouve qu'on est beaucoup trop dans un message de panique et de peur. Il faut, bien sûr, l'urgence, elle doit être mobilisatrice, elle ne doit pas provoquer la tétanie et l'agressivité. Merci Clara. Une autre question de Jules. C'est ça, Jules ? Arthur. Arthur, merde. Pas de problème. Moi, j'ai une question pour me faire un petit peu l'avocat du diable.
ce qu'on constate, c'est que toutes ces innovations, elles génèrent des flux et que nos sociétés, c'est un ensemble de flux d'énergie qui est en perpétuelle croissance, qui a un impact sur la biodiversité, sur le carbone émis dans l'environnement, etc. Est-ce que notre conception de l'innovation, elle n'est pas biaisée? Est-ce qu'on ne se fourvoie pas un petit peu? Parce que on va faire des box qui vont tendre vers le neutre carbone en recyclant pour ne pas réutiliser de matériaux. Mais par contre, le fait de créer ces nouvelles box va produire un flux d'énergie qui va continuer à avoir un impact sur l'environnement. Tout à l'heure, Axel, vous nous parliez de neutralité carbone. Comment avoir cette neutralité carbone alors qu'on produit en permanence? Clara, tout à l'heure, vous nous parliez justement d'investissement, d'innovation. Est-ce qu'aujourd'hui, produire des solutions qui vont avoir un impact sur l'environnement, ne serait-ce si elles sont digitales? Aujourd'hui, un data center consomme une quantité d'énergie folle, donc ça veut dire qu'envoyer un mail, ça pollue. Est-ce que vraiment c'est la solution? Est-ce que on se fourvoie pas tous en se disant on va innover en gardant notre modèle actuel sans forcément faire l'apologie de la décroissance? Est-ce que là-dessus, il n'y a pas une réflexion à avoir? Alors, Clara lève le doigt, mais je vais d'abord vous donner la parole à Romain. Comment vous réagissez, Romain? Effectivement, vous parlez d'innovation technologique, pas de social. Et c'est vrai que depuis 200 ans, on a innové sans se poser de questions sur les impacts et les externalités des innovations. La voiture, par exemple, on voit aujourd'hui qu'il y a des gros problèmes d'impact sur plein de sujets. Artificialisation du pays, CO2 bien sûr, etc. etc. Et aujourd'hui, je pense que l'innovation du XXIe siècle, c'est qu'il faut penser le cycle de vie, il faut penser l'impact et tout ce que tu viens de dire, c'est très exact. Et je pense qu'elle est là, l'innovation. Et là, du coup, c'est plus que technologique, c'est aussi, ça prend en compte, quand on pense à ça, on prend en compte la société. Et c'est ça qui est difficile, et c'est là où on a besoin de nouvelles formations, dans la Sorbonne, dans les universités françaises, partout dans le monde, pour arriver à créer aussi ces cerveaux qui vont penser comme ça. Parce que nous, on ne pense pas comme ça. Et donc il faut faire évoluer cette façon-là. Et puis je vais juste rajouter sur ce qu'a fait le Covid. Le coût de l'investissement par rapport au coût de la réparation plus tard, il est quasiment nul. Si on ne fait rien, ça va coûter très très cher. Le Covid, ce qui a été dépensé dans le monde pour gérer ce Covid depuis 2 ans, c'est à l'échelle. C'est à l'échelle de ce qu'il faut faire pour le climat. Totalement à l'échelle. Si on fait ça chaque année, et pourtant, accord de Paris 2015, on s'engage à trouver 100 milliards de dollars annuels pour financer la transition des pays en voie de développement climatique. On est en 2022, 100 milliards annuels, c'est toujours pas sur la table. Donc c'est totalement anachronique et c'est ça, je pense que l'éco-anxiété de notre population, il n'y a pas que les jeunes qui sont anxieux, elle ne vient pas du changement climatique, elle vient de l'inaction. Oui. On constate tous. Et du doute sur qui tient le manche. Clara, vous vouliez réagir avec des réponses de plus en plus courtes, s'il vous plaît, parce qu'ils ont plein de questions. Il y a plein de questions ici. Oui. Non, mais je vais réagir parce que je pense que Arthur, vous touchez du doigt une question fondamentale, c'est que la façon dont nous on répond, c'est toujours trouver plus. En fait, il faut ralentir et faire moins. Et l'exemple de la permaculture, il est extrêmement éclairant. Nous, on a créé un lieu de séminaire dans une ferme de permaculture pour que les dirigeants comprennent que j'exprimais le fait de ralentir et que le biomimétisme et que la nature était le plus grand centre de recherche au monde parce que ça fait 4,5 milliards d'années qu'elle se repense et qu'elle se recrée, qu'en ralentissant et en arrêtant, le mot qui me vient c'est le gavage. En fait, on est gavé d'informations. On est une société comme, vous savez, quand on nourrit trop un corps, il est trop gros et il développe des pathologies. Nous sommes tous gavés. Et donc, comment on fait pour changer et se dire qu'on peut être très heureux en n'étant pas gavé? Voilà, c'est la leçon de la permaculture. Antoine, vous voulez réagir, non? Pas sur ça, il y en a plein d'autres. J'ai quand même une petite question sur les flux. Parce que quand on parle du bac jaune, on va dire de poubelle, sur le bac jaune, vous voyez les flux. Vous voyez quand ça monte ou quand ça descend. Votre intérêt à Citeo, c'est quand même quoi, d'en avoir le plus possible pour avoir le plus de ressources pour les filières que vous provisionnez, que vous approvisionnez, ou c'est de voir diminuer le volume d'emballage dans nos bacs jaunes? Pardon, ma question est peut-être perfide. Non, elle n'est pas. Et d'ailleurs, souvent, c'est quelque chose qui nous est, en tout cas, j'allais dire reproché, on nous interpelle dessus. Alors nous, on a un modèle économique, puisqu'on est une entreprise, où
Le flux que va générer les emballages, c'est aussi un flux qui va nous coûter derrière. Donc finalement, oui, plus il y a d'emballage, plus j'ai de chiffre d'affaires, mais en face, plus j'ai de charges. Donc s'il y a moins d'emballage, j'aurai moins de charges. Donc finalement, je ne suis pas dans une recherche qu'il y ait de plus en plus d'emballage. Ça, c'est sur comment on fonctionne. Sur la question de qu'est-ce qu'on voit sur les flux, là, je parlais de notre existence depuis 30 ans, c'est que le flux d'emballage, il est essentiellement lié quand même à la démographie. Il y a eu des efforts qui ont été faits pour réduire le poids des emballages. D'ailleurs, on a tous, je pense, vu une bouteille d'eau, on la prend à peine et il y a de l'eau qui sort. Là, on arrive à la limite d'ailleurs de l'emballage parce que le pire, c'est de perdre le produit. L'emballage, il faut s'imaginer que c'est toujours le contenant. Ce qu'on veut protéger, c'est le contenu et l'impact environnemental est beaucoup plus important. Donc non, sur les flux, oui, on peut après parler de comment on consomme, comment on évite d'être gavé. C'est ça qui est important. Et là, ça fait appel à nous, à tous les messages qu'on reçoit aussi. Enfin, c'est un changement qui est profond. Et c'est un champ d'innovation en soi. Je crois que c'est un des messages qu'on passe tous ce matin, c'est que l'innovation, c'est pas... D'abord, l'innovation, c'est comment on se met en mouvement, c'est pas une fin en soi. Et c'est pas que technologique, c'est aussi la manière de vivre. Et les business models, ils doivent changer. L'état d'esprit des leaders d'aujourd'hui et de demain, il doit changer. Il n'y a pas forcément chercher d'opposition entre le profit et l'impact environnemental. Parfois, oui. Il y a aussi des questions de concurrence, là pas que de profit, mais j'ai juste un exemple, c'est que par exemple, le monde de la grande consommation, c'est une concurrence exacerbée, extrêmement forte. Vous changez ce qu'on appelle code de marché, la manière de faire, et vous risquez de perdre des marchés. S'il n'y a pas un moment un état d'esprit de coopération entre un secteur, eh ben on n'y arrive pas. Et dans les écoles de commerce, où certains d'entre nous sont passés, on a appris pendant des années à juste se singulariser, comment je me différencie pour faire toujours mieux. Et là, on s'aperçoit qu'il faut aussi penser toujours singularité. Il y a quand même cette logique qui permet d'avancer, de progresser. Mais comment on coopère ensemble ? Ça, je pense que c'est clé. Merci, je me suis assis à côté du panel. Pour passer aux questions aux intervenants directement, si vous voulez bien. Est-ce qu'il y en a un que vous voulez interroger spécifiquement ? Qui veut commencer plutôt ? Non, c'est vous qui en décidez. Non, je vais commencer par Clara Guémard. À quel point parvenez-vous, à travers l'engagement actionnarial, à impulser des initiatives innovantes, vertueuses, au sein des entreprises de votre portefeuille, tout en étant minoritaire ? D'être minoritaire, ce n'est pas du tout un obstacle, c'est au contraire un grand avantage. Le premier, c'est qu'on fait confiance aux dirigeants. Donc on va choisir les dirigeants et les dirigeantes, parce que nous, on est extrêmement fiers d'avoir 30% de femmes dirigeantes dans notre portefeuille d'entreprises qu'on accompagne. Et donc, quand on va choisir l'entreprise dans laquelle on investit, on va vérifier d'abord son impact. On a un comité d'impact avant d'avoir un comité d'investissement et on lui fait confiance dès le départ. Donc on a un alignement d'intérêts qui fait que nous, ce qu'on va lui apporter, si c'est une entreprise de taille moyenne, on va lui apporter toutes les startups qu'on rencontre qui peuvent l'aider dans son innovation. On va lui faire rencontrer tous les grands comptes, les grandes entreprises qui peuvent être ses clientes. Donc on va essayer d'aider dans l'accélération de sa thèse, mais on l'a choisi dès le départ. Et d'être minoritaire, ça c'est ce premier avantage. Et le deuxième, c'est que sur l'investissement et sur le venture, on est, dans notre jargon, on est ce qu'on appelle evergreen, c'est-à-dire qu'on n'est pas un fonds où on doit rembourser le fonds au bout de 12 ans. Donc nous, on ne rend pas le capital, on reverse à nos actionnaires le dividende, et donc on n'a pas de calendrier de remboursement qui serait différent de celui de l'entreprise. On épouse, si je puis dire, la stratégie du dirigeant. Merci beaucoup. Merci Clara. À vous. Merci beaucoup. Moi, j'aurais eu une question pour Michael. Comment vous mettez en place une logique d'innovation justement qui s'inclut davantage dans la société au sens où qui prend en compte toutes les dynamiques de parties prenantes concernées par votre produit. Si on pense par exemple à la box,
Comment on fait pour prendre en compte l'impact des ondes, des box? Comment on fait pour prendre en compte l'impact de l'extraction des minerais rares qui vont être mis dans votre box pour qu'elle fonctionne, la production des cartes mères, etc. Et même pour voir encore plus gros, tous les flux générés par les télécommunications. Comment on fait pour réduire leur impact sur l'environnement alors qu'aujourd'hui, on tend vers une interconnexion toujours plus forte et rapide avec la 5G par exemple, qui est une très bonne innovation à mes yeux. Merci Arthur, vous me remplacez l'année prochaine. Merci Arthur. Bon, un mot rapide, on le fait avec de l'analyse de cycle de vie, hein, donc ça c'est très important de bout en bout, de la conception, c'est quoi les besoins, c'est quoi les usages, la fabrication, le transport, le cycle d'utilisation, le cycle de recyclage. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, on est tous sur la même planète avec les mêmes CO2. Le CO2 émis par Orange, il vaut le CO2 émis par Total ou il vaut le CO2 émis par n'importe quelle entreprise. Et il faut bien comprendre ça. C'est un système global et donc on peut le regarder secteur par secteur, entreprise par entreprise et chacun doit faire des efforts. Mais à la fin, on sait tous, quand on a fait un peu de maths, que l'optimum global, ce n'est pas la somme des optimums locaux. Et c'est important de bien mesurer les choses, sinon on finit par faire n'importe quoi. Moi, je suis un inconditionnel de la mesure et je pense qu'on a beaucoup de progrès à faire, on en a fait pas mal. Et je vais prendre un exemple. Tout à l'heure, tu as parlé des émissions de CO2 des mails. Je pense que ça, c'est un très bon exemple. On a eu une étude de l'ADEME qui est sortie il y a quelques années qui disait qu'il y avait 22 grammes de CO2 par mail émis. Depuis cette étude, elle a été revue, on s'est aperçu qu'en fait, ce n'est pas 22, c'était plutôt 5. Et quand on creuse un peu, on s'aperçoit que dans ces 5 grammes de CO2 par mail émis, en réalité, 95 à 99% de ces 5 grammes, c'est la fabrication des équipements. Ça veut dire concrètement que si tu veux réduire ton empreinte CO2 liée à tes mails, c'est pas en envoyant moins ou en envoyant plus que ça va changer quelque chose, mais il faut avoir un smartphone ou pas avoir de smartphone. Et c'est très important de bien comprendre ces éléments-là, parce que sinon, en fait, on finit par faire des choses qui n'ont pas d'impact, qui ne permettent pas d'arriver à l'objectif, au contraire. Parce qu'à la fin, c'est le même CO2 qui compte sur la planète. Oui, vider sa corbeille mail tout en changeant de téléphone tous les 2 ans, c'est pas une bonne idée. Oui, en fait, le premier ne sert à rien, le deuxième est très très utile. Merci. Une autre question? Oui, allez-y. Moi, j'ai une question pour Axel Reynaud. Du coup, en fait, c'était comment est née la conscience climatique à l'origine de Net Zéro, dans le sens où, c'est une question assez personnelle, est-ce que vous avez eu un déclic ou c'est juste quelque chose qui... Une apparition? Alors, merci pour la question personnelle. Merci pour la question. J'espère que vous n'avez rien prévu pour le déjeuner, parce que ça pourrait être long. Non, il ne faut pas que ça soit trop long. J'ai eu la chance de naître dans une famille d'écologistes de la première heure. Mon grand-père a construit une maison solaire totalement indépendante de tout réseau énergétique, que ce soit pour la chaleur, l'éclairage, etc., dans les années 80. Ma mère était très impliquée. Mon père a fondé une ONG pour protéger les forêts tropicales. Et donc, j'ai baigné là-dedans, on va dire, depuis tout petit. Je pense que le choc pour moi, c'est quand je suis allé à la conférence de Rio en 92. Donc, peut-être pour certains, ça ne vous dit rien. C'était la proto-COP. C'est la première fois que les chefs d'État ont reconnu la réalité du changement climatique. J'y suis allé, je suis revenu excité comme une puce en parlant à tout le monde, en disant « mais vous vous rendez compte, à l'époque, on parlait de global warming ». Oui. Et tout le monde m'a regardé en disant « mais c'est quoi ce truc ?» Et je me suis aperçu d'un gap monstrueux entre ce qui avait été dit dans un forum scientifique et politique et la conscience. Et puis après, la vie m'a amené à faire des tas de trucs, et il se trouve que le Covid, je me suis retrouvé enfermé avec mon fils, qui est d'ailleurs présent ici. Qu'on embrasse. Et on a commencé à gamberger et à inventer un business model pour essayer de séquestrer du carbone. On a passé le confinement, et à la fin du confinement et de l'été, j'ai décidé de quitter mon job dans une grande boîte de conseil pour lancer Net Zéro. Donc c'est à la fois quelque chose de récent, et puis une graine qui avait été plantée il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Oui, ils ont dû être très malheureux, vos parents, de vous voir entrer dans un grand cabinet de conseil pour être consultant, alors qu'ils avaient tout fait pour faire de vous un écolo. Ouais, mais sur la fin, je me rachète. Merci de nous avoir confié ça. Une question, deux dernières questions pour nos intervenants, et après je passerai la parole à la salle. Moi, si vous le voulez bien. J'ai une question Romain. Pour Romain, et qui englobe un petit peu tout ce qui a été depuis tout à l'heure. On parle d'indicateurs. Tout à l'heure, Michael nous disait, Clara aussi,
pour bien diriger notre innovation, nos investissements, ce qui est important, c'est d'avoir des bons indicateurs. Aujourd'hui, en tant qu'étudiant, en tant que futur entrepreneur, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 500 000 indicateurs qui ne sont pas très clairs et qui sont facilement arrangeables en fonction de ce qui nous arrange. C'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'un indicateur global, international, très précis, certes qui serait très contraignant, mais qui au moins dirigerait vraiment tout le monde vers le bon sens? Clara Guémard qui est trop déçue de ne pas avoir eu la question. C'est à vous, Romain. Évidemment qu'on a besoin de partager ces indicateurs, évidemment. Alors le plus connu, c'est le carbone, parce que c'est physique, c'est des mathématiques, on calcule, c'est une formule, c'est simple. La biodiversité, c'est beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, le secteur financier s'y attaque depuis 1 an ou 2, et c'est super compliqué de comprendre quel est l'impact d'un smartphone sur la biodiversité. Qu'est-ce qu'on regarde et à quelle échelle, etc. Et en quelle échelle de temps aussi, de quelle temporalité. Donc ça, c'est évidemment, et c'est ce qu'essaie de faire l'ONU sur les normes, avec le CDE, avec l'OMC. Mais c'est tout l'enjeu de ce siècle. Hein. C'est d'arriver à aligner le pays. Mais il y a des succès. Il y a eu des succès sur, par exemple, les décisions à Montréal il y a une trentaine d'années sur les gaz qui attaquent la couche d'ozone. Ça fonctionne. 30 ans plus tard, on a décidé une norme internationale qui a été respectée. On a décidé à l'OMC, il y a peu plus tard qu'une semaine, ça fait 21 ans qu'on discute de ces subventions à la pêche qui surpêche. Depuis, il y a une semaine, les États, 160 États de l'OMC, ont décidé stop. Stop dans 3 ans. Pas dans 10, dans 3 ans. Donc, il y a des succès. Souvent, on critique l'ONU parce que blablabla, c'est au consensus mou. Souvent au moins 10 ans qui gagnent la fin de la partie. Mais il y a quand même des succès, et je pense qu'il faut s'accrocher à ces succès pour construire d'autres succès. Et je crois que c'est important d'emmener la population dans cette idée-là. C'est qu'on décide aujourd'hui, pour le climat, ce qu'ils décident aujourd'hui, c'est pour dans 20 ans. C'est pas dans 50 ans, c'est pas à la fin du siècle. L'impact de ce qu'on fait aujourd'hui aura un impact dans 20 ans. Il y a 20 ans d'inertie climatique. Donc on va le vivre. Ce qu'on fait des choses aujourd'hui, on va les vivre, on en verra le bénéfice. En tout cas, moi, je le verrai, le bénéfice, et vous encore plus. Merci, Romain. Une dernière question à Antoine Robichon. Oui. L'emballage le plus éco-responsable étant celui qui n'existe pas par définition, est-ce que vous travaillez avec vos clients sur le secteur du vrac pour vous attaquer à la racine du problème? Ah, le vrac. Le vrac, je vais revenir avant sur presque l'hypothèse que vous faites, le meilleur emballage serait celui qui n'existe pas. Je ne sais pas si on peut... Je ne sais pas si on peut affirmer ça, en fait. On a cette phrase, le meilleur déchet est celui qui n'existe pas. Mais la transposition vers l'emballage, alors je disais tout à l'heure que la fonction de l'emballage, c'est de protéger. Alors je ne suis pas là pour défendre les emballages, mais juste qu'on se rappelle, justement, on parlait de la mesure de l'impact, des ordres de grandeur. Voilà. Dans un couple produit-emballage, la moyenne de l'impact environnemental de l'emballage par rapport au produit, c'est entre 5 et 10%. Donc c'est à garder ça en tête. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de vrac, hein, je ne suis pas du tout en train de dire ça, mais de se rappeler quand même que l'emballage a cette fonction de protection et que d'un point de vue environnemental, gâcher le produit, ce serait terrible. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les réduire au maximum. Ensuite, quand on arrive à cette notion de juste emballage, si vous me permettez l'expression, c'est comment je vais m'assurer que, est-ce que je peux le réemployer déjà une fois. Donc il y a le système de réemploi. C'est des sujets qui sont en train de monter en France. Et la question du réemploi, ça va être de comment on s'assure que cet emballage qu'on a conçu, il va pouvoir faire plusieurs boucles de réemploi. Parce qu'imaginez toute la logistique qu'il faut mettre en place pour réutiliser des emballages. Hein. C'est 100 milliards d'emballages en France chaque année. Donc il ne faut pas qu'on se trompe en fait sur ce qu'on est en train de faire. Et sur le vrac, il y a de l'emballage en fait. Il y a de l'emballage en amont, pour l'amener au point de vente. Puis il y a l'emballage que vous allez utiliser, vous allez peut-être le réutiliser, c'est ça qu'il faut essayer de maximiser. Donc la réponse, elle est très complexe. Oui, on doit travailler sur utiliser le réemploi quand on peut, le vrac quand on peut, par rapport à une habitude qu'on avait pris, quand je dis on, c'est notre société, hein, de faire des emballages à usage unique. En revanche, ne pas se tromper et encore une fois, coopérer entre les acteurs pour pas que chacun invente son petit système de réemploi. Vous aurez un emballage qui va se balader de Brest à Nice et puis après, il devra revenir à Brest pour être rempli.
Ça pose des questions du coup de standard d'emballage. Et je parlais de concurrence tout à l'heure. Moi, mon emballage, celui-ci, sans faire de la pub, il se différencie d'un autre. Comment j'accepte de rentrer dans un système où peut-être qu'on va utiliser ces standards pour utiliser le moins de ressources possible. C'est ça les enjeux en fait d'aujourd'hui. Merci Antoine Robichon. Je me suis mis là parce que je suis tellement fier d'être à côté de vous là. Et je suis surtout hyper fier d'avoir respecté parfaitement le timing. Il est 12h10, c'est le temps qu'on m'avait donné pour les questions de la salle. Alors je me mets là pour vous regarder, faire des signes pour les premières questions. Ici, en haut, allez-y. Alors, à droite, pour respecter l'ordre d'arrivée, voilà. Bonjour. Bonjour. Françoise Lamotte, je suis responsable de l'innovation chez Terre des Hommes, une ONG suisse de protection de l'enfance. J'ai malheureusement aussi travaillé dans la même boîte qu'Axel. Mais voilà, tout le monde n'est pas parfait. On ne la citera pas du coup. Comme quoi, il y a de l'espoir. Voilà, absolument. Et on a appris plein de choses et du coup, on est plus efficace. Absolument. Et voilà, ma question, ça concerne justement l'innovation. Il suffit d'être abonné à quelques bons fils sur Internet pour voir que des innovations techniques, technologiques qui concernent la dépollution, le changement climatique, la biodiversité, etc., il y en a tous les jours. Pourtant, ce sont souvent des pilotes et beaucoup de mal à passer à l'échelle et à devenir de vraies solutions qu'on met en œuvre. D'après vous, quelles en sont les raisons? Est-ce que ce sont des fausses bonnes idées, donc des innovations qui n'en sont pas vraiment, ou est-ce un lobbying, par exemple, de l'industrie pétrolière qui préfère continuer à produire du plastique ou de la chimie, ou encore une adéquation ressources financières par rapport à ces idées? J'aimerais avoir votre avis. Merci. Oh là 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 là, la question est tellement large que je ne sais pas comment la synthétiser. Qui veut réagir? Alors, Clara. Je pense qu'il y a un ensemble de facteurs, il y a ceux-là, mais il y en a d'autres. Il y en a un que je voudrais soulever, et peut-être que Michael pourrait réagir avec moi, c'est que les grands acteurs de la transformation, c'est quand même les grands groupes, et que apprendre à intégrer l'innovation extérieure, l'innovation... les grands groupes sont très, très, très innovants, sinon ils seraient morts. Il ne faut pas penser que ce sont des dinosaures. Mais l'innovation incrémentale, c'est assez naturel pour les grands groupes. En revanche, prendre l'innovation d'ailleurs qui vient de start-up, tous les grands groupes le font. Ils font de l'investissement, ils ont des incubateurs, etc. Mais la très grande difficulté, c'est comment on fait pour qu'une innovation qui est prise dans un grand groupe quelque part diffuse, grandisse à l'intérieur du grand groupe. Et pour ça, il faut mettre une méthodologie qui n'est pas naturelle, parce qu'un cadre de grand groupe, son objectif, c'est de faire fonctionner son métier et d'arriver à faire en sorte que le métier de base continue pour faire vivre l'innovation et en même temps intégrer ces innovations partagées. Nous, on a créé un lieu qui s'appelle Raise Lab, qui est un lieu d'innovation partagée entre les grands groupes et les startups, où on adresse les problématiques des grands groupes en mettant de la méthodologie, des startups et des experts. Donc il y a aussi tout simplement de la méthode. Il n'y a pas forcément de la mauvaise intention, mais c'est une nouvelle méthode, une nouvelle organisation dans les entreprises qu'il faut mettre en œuvre. Et ça, c'est assez nouveau. Allez-y, Axel. En fait, je pense que déjà, il y a quelque chose de fondamental dans l'innovation, c'est que l'innovation, c'est fait aussi pour échouer. Donc il y a plein de choses, on innove, ça ne marche pas, ça fait partie de la vie, c'est comme la vie des startups. Enfin, voilà. Donc là, il ne faut pas se dire que toutes les innovations devraient fonctionner. Il y a sans doute, on a tous un effort à faire, les grands groupes, les innovateurs, etc., pour essayer de se dire, séparons ce qui est le gadget de ce qui peut passer à l'échelle. Et je pense qu'un des problèmes qu'on a, c'est lié à l'urgence, c'est lié au temps, c'est comment les bonnes idées, on les conçoit dès le début pour qu'elles soient en mesure de passer à l'échelle. Et si on prend ce problème dès le début en disant je ne vais pas juste avoir une bonne idée, la tester, puis on verra bien, mais comment j'intègre dans la conception même, que ce soit une technologie, un process, etc., pour que ça puisse passer à l'échelle, alors on a plus de chances de se dire finalement ça va avoir un impact versus le truc qui est bien, qui a été testé à un endroit, mais voilà, on a du mal à le faire scaler, comme on dit en bon franglais, et du coup, ben voilà, ça reste dans un coin, et puis éventuellement, c'est abandonné. Je pense que sur les sujets climatiques, en général, que ce soit pour réduire les émissions ou pour compenser,
il faut vraiment se poser la question, qu'est-ce qu'on a envie, enfin, qu'est-ce qui a un potentiel de passer à l'échelle et comment on conçoit les solutions dès le début pour qu'elles passent à l'échelle. C'est la responsabilité des startups, c'est aussi beaucoup la responsabilité des grands groupes. Merci. En 1 minute, hein, je voudrais que le ballon tourne. En moins d'1 minute. Ouais. Moi, je veux juste témoigner, Clara l'a dit tout à l'heure d'ailleurs, depuis 3-4 ans, il y a un vrai changement dans les entreprises et dans les comités exécutifs des entreprises. Et ce n'était pas le cas avant, très honnêtement. Hein. C'est-à-dire qu'avant, on avait la RSE qui était un peu sur le côté, on avait quelques actions. Là, maintenant, on a tous pris des engagements, en tout cas beaucoup, et de plus en plus d'entreprises prennent des engagements en net zéro carbone et se disent, bon, maintenant on a pris cet engagement, comment on va y arriver? Et donc ça drive l'innovation. Et ça, aujourd'hui, moi, une grande partie de mon innovation, c'est comment est-ce que je peux faire la même chose, ou peut-être un peu différemment, mais en ayant un impact environnemental plus bas. Et je pense que ça, c'est vraiment nouveau. Je fais tourner le micro. Vous voulez réagir? Non, j'ai une question. Est-ce que vous êtes incentivé dans les grands groupes à faire comme votre métier, mais mon impact? Il faut aller là, dans vos poser salaires des annuels, questions. dans Là, je votre suis perdu. Et oui, vous êtes incentivé? Oui, ça fait partie des objectifs à long terme qu'on a, donc absolument. Et je pense que c'est normal. Et on communique dessus, on est audité. Hein, donc on a des entreprises comme Carbone 4 qui nous auditent sur nos émissions carbone, tous les scopes. C'est très important parce que dans notre métier, comme dans beaucoup d'autres, en réalité, le scope 1 et 2, les émissions directes qu'on peut avoir sont assez limitées. Nous, c'est 20% de nos émissions. Et le gros, c'est le scope 3, c'est-à-dire c'est les fournisseurs quand on achète des équipements, quand on les fait fabriquer. Ça, c'est 80% de nos émissions. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on doit travailler en écosystème. C'est pas tout seul, Orange. Nous, on travaille avec les fabricants de terminaux, par exemple. On travaille avec les fabricants d'équipements réseau. On travaille avec tous ces acteurs. Merci beaucoup, madame. Je vais vous demander de faire des réponses plus courtes pour avoir plus de réactions de la salle. Et des questions plus courtes. Et des questions plus courtes, absolument. Donc, ou plus précises. Plus précises. Donc, Ariane Dupont-Kiffer, je suis vice-présidente responsabilité sociétale à l'Université Paris 1 et je suis surtout historienne de la mesure et économiste de la mobilité durable et inclusive. Donc, je voulais Vous avez bien fait de venir. Voilà, comme par hasard, j'avais choisi Voilà, je voulais remercier Romain sur le rappel quand même qu'il y a des institutions qui travaillent sur la mesure, notamment les Nations Unies. Et pour le plan Marshall, on avait mis en place un système de comptabilité nationale. Les GAFA, à l'heure actuelle, travaillent avec l'OCDE et avec l'ONU pour travailler à l'harmonisation des données. Pourquoi pas vous? Première question. Deuxième question, vous parlez de mesures d'impact. J'ai l'impression que c'est toujours ex-ante. Est-ce que vous faites de l'ex-post? Pour savoir, voilà. Non, mais bien sûr, mais pas tout le monde le fait. En tout cas, en transport, tout le monde ne le fait pas. Hein. Je vous le dis tout de suite. Et troisièmement, vous parlez de transparence. Est-ce que vous explicitez les normes sous-jacentes que vous avez lorsque vous allez faire des arbitrages, vous allez prendre une mesure, mais en fait, il y a des normes sous-jacentes sur votre définition de la relation entre l'humain et la nature, entre vos critères de justice, puisque vous faites un peu. Voilà. Est-ce que vous travaillez vous-même à la transparence de l'explicitation de vos normes philosophiques sous-jacentes? Alors, vous êtes extraordinaire. Hein. Vous êtes extraordinaire. Parce que vous commencez par dire qu'il faut faire plus concis et plus simple. Et là, est-ce qu'en régie, on peut me donner 1 heure de plus? Donc, est-ce que vous voulez l'un d'entre vous? Et sinon, vous allez vous retrouver à la pause, parce que c'est vraiment des questions d'experts. Et ici, à la Cité de la Réussite, vous êtes bien placé pour le savoir. On essaie vraiment de parler à tout le monde. Est-ce que l'un d'entre vous veut prendre et faire une réponse concise sur des sujets qui sont quand même, somme toute, techniques et philosophiques? Allez, Clara Je vais Guémard. répondre très brièvement sur la question de la mesure de l'impact. Il est essentiel de mesurer l'impact au moment où on fait l'investissement et au cours de la vie de l'investissement. Et les investisseurs le demandent de façon très précise. Et donc, on prend les ODD de l'ONU, on les applique à une entreprise et on va regarder très clairement avec ce qu'on appelle des KPIs, enfin des chiffres, comment on peut faire ce qu'on appelle la monétarisation de l'impact. Mais on en parlera si vous voulez. Je ne veux pas vous frustrer, madame, mais votre question était plus un rappel à l'ordre ou un rappel à la règle, ou en tout cas à une forme d'éthique sur la mesure, on l'a bien entendu. Je fais circuler, j'avais un monsieur là-bas qui, avec le polo vert, et puis ensuite un autre monsieur avec le gilet ici. Bienvenue. Bonjour, Erwan Roux, je suis directeur de la maintenance du tramway au Luxembourg.
Et je note que vous nous avez parlé, là, Mickaël, vous nous avez dit tout le monde est convaincu, y compris dans la salle, qu'il faut accélérer. Axel, vous avez dit en plus qu'il faut le faire dans notre cadre actuel parce qu'on n'a plus le temps. Et donc j'étais parti avec l'idée de vous chahuter un petit peu en vous disant mais est-ce que tout ça c'est pas un hors-sujet? Regardez au-dessus de vous, c'est marqué prendre le temps. Et vous, Clara, vous dites il va falloir ralentir. Et là ça commence à m'intéresser parce que la question que je vous pose, c'est dans ce monde de compétition, dans ce monde où il faut aller toujours plus vite, plus fort, plus loin, comment est-ce qu'on fait pour ralentir? Alors, super question. Moi, quand même, en tant qu'animateur de ce moment, je vous rappelle que cette table ronde s'appelle l'urgence d'innover. Donc, c'était une sorte de contre-pied. On est quand même bien dans les clous. Alors, allez-y, pareil. Je vais donner des exemples. Vous avez notamment dans le secteur de l'habillement des startups qui proposent des produits et en fait, il faut les préacheter et vous les recevez que 3 mois plus tard pour être sûr qu'ils ne produisent que ce qui a été commandé. Ça, c'est ralentir. Vous avez des startups qui proposent des systèmes de recyclage, de revente, je reste dans le secteur de la mode, mais on peut prendre plein d'autres sujets, qui obligent, enfin, au contraire, qui prennent des consommateurs qui ont envie de ralentir. C'est vrai aussi dans les systèmes de lessive et tout ça. Je pourrais donner, si vous voulez, on pourra en parler, mais ralentir, c'est une manière de créer une nouvelle activité économique qui emploie plus de monde, donc qui fait travailler plus de monde et qui consomme moins. En fait, ce que vous dites, monsieur, c'est que vous relevez, en tout cas votre sentiment en nous écoutant, que l'innovation porte en elle une accélération. C'est ça que vous dites. C'est-à-dire que quand vous posez cette question-là, est-ce qu'on a vraiment besoin, et c'était une des questions du panel que j'ai malheureusement dû esquiver, mais une question sur est-ce qu'il n'y a pas une espèce de mode, de tendance générale à innover, toujours innover, comme si on était comme ça insatiable et que finalement c'était peut-être pas nécessaire. Est-ce que Romain? Je crois que la question, c'est qu'il faut, je ne sais pas s'il faut ralentir, et ralentir quoi? C'est la question, elle était très globale, mais il faut faire mieux, dans les limites que notre planète nous donne. Je pense qu'il faut, et pour ça, il faut accélérer la technologie, il faut accélérer la transition, il faut accélérer la transparence, il faut accélérer tous ces sujets-là qui vont permettre de faire mieux dans les limites que n'offre notre planète. Pour moi, c'est ça l'urgence d'innover, c'est de faire mieux, pas plus, pas plus rapide, mieux. Axel? Non, je voulais reprendre un peu le contre-pied, mais en se disant il faut se dépêcher de ralentir sur un certain nombre de sujets. Non, mais le bon exemple, c'est le vélo. Pendant des années, c'était ringard de faire du vélo. Non. En général, où c'était très risqué à Paris, il y a 15 ans, 20 ans. Et c'est devenu... C'est pas une innovation, le vélo, et le vélo électrique, modestement. Mais on a changé la vision du vélo, on a fait quelques aménagements, et du coup, on va plus doucement, et il faut se dépêcher de déployer ça. Et donc, il y a plein de choses où, je pense que l'exemple sur sortir de la fast fashion qui jette tout, c'est aussi un autre exemple. Il y a plein d'endroits, prendre le tramway plutôt que prendre la voiture. Il y a plein de choses où, en fait, on peut ralentir en améliorant la qualité de vie et en réduisant l'impact climatique. Mais il faut se dépêcher de déployer ça. Et je reviens à mon point de départ. On n'a plus le temps et il faut déployer tout ce qu'on a. Et donc, il faut le faire très vite. C'est un peu le paradoxe. Merci. J'ai une question en réserve ici, une question là-haut, c'est ça? Non? Alors, je vous tends mon micro. Ah, je vous ai oublié le gilet bleu. Excusez-moi. Non, je vous en prie. Bonjour à tous. Jean-José Vaneg, professeur énergie renouvelable et de récupération, Major Énergie ECE Paris. Ma question est pour Monsieur Axel Renaud. À un moment donné, vous avez précisé, et je vous en félicite, une taxe carbone aux frontières de l'Europe. Non, c'est avant. Donc on a besoin d'un coût carbone. Et puis un peu plus loin, vous avez dit on est à 200 ou 300 €, mais je ne sais pas à quoi vous rattachiez cette valeur. Et derrière ça, une autre question. Fatih Birol, qui maintenant est le directeur de l'Agence internationale de l'énergie,
depuis des années, à dénoncer le fait qu'on a subventionné des pays dans le monde entier pour les aider à accéder à l'énergie, sauf que c'est de l'énergie pleine de carbone. Ça veut dire que mondialement, on a distribué de l'argent où ce n'est pas de la taxe carbone que l'on donne, mais c'est du 200 € par tonne de carbone que l'on donne à certains pays. Quelle est votre position ? Alors, le 200 €, il est un peu sorti du chapeau, mais quand les entreprises sérieuses qui réfléchissent à leur trajectoire net zéro se disent que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, d'une façon ou d'une autre, le carbone aura un prix. Et les plus ambitieux mettent le prix autour de 200 € la tonne. Donc voilà. Mais il n'y a pas de règle scientifique. Ce qui est sûr, c'est que quand on émet une tonne de CO2, elle va rester des centaines d'années dans l'atmosphère. Ce n'est pas un truc, on l'envoie, et puis tous les ans, au 1er janvier, tout se remet à zéro. Donc voilà. Mais si on cherche à se projeter, si on cherche à être sérieux, si une entreprise se dit quel type de taxe ou de coût du carbone je vais affronter dans 10 ou 15 ans, se mettre 200 €, c'est sans doute raisonnable. Alors après, sur la subvention des énergies fossiles, elles sont subventionnées ici. Alors, regardez, dès que le prix du pétrole monte, on commence à dire qu'il y a une subvention à la pompe. On subventionne dans nos pays, on subventionne aussi dans les pays en voie de développement. Alors il faut faire attention de ne pas les stigmatiser, parce que ces gens-là, ils ont contribué à très peu du remplissage du CO2 dans l'atmosphère. Il faut aussi les laisser faire leur transition énergétique. Donc dire oui, mais vous avez subventionné une centrale à pétrole ou à gaz au Cameroun, où les émissions par tête de pipe, c'est 200 ou 300 kg de CO2, alors que nous, on est à 5 tonnes ou quelque chose comme ça, c'est un peu facile. Et donc, il ne faut pas leur dire, bon, les petits gars, non, maintenant, faites que des énergies renouvelables. Donc, il faut, nous, faire un gros effort et laisser le temps aux autres de s'adapter. Alors, évidemment, aller construire une centrale à charbon et la subventionner, ce n'est pas une bonne idée. Merci pour cette réponse. Ce n'était pas facile, hein, moi, je n'aurais pas su. Bonjour, j'ai vraiment une question très courte et très pratique pour M. Robichaud. Vous dites tout ça. Non, non, je le promets. Alors, allez-y, je vais recevoir le Grand Prix, je pense. Donc, je m'appelle Isabelle, j'ai la chance de travailler dans le même groupe que Michael, dans la conception de produits. Mais j'ai une question pour le verre. Pourquoi est-ce qu'on produit du verre? On le casse, on utilise de l'énergie pour le refabriquer plutôt que de le laver. La consigne, Antoine Robichon. Et c'est ça qui se cache derrière votre question aussi. Alors, pourquoi c'est une bonne question. En tout cas, ce qu'on sait, ce qui est sûr, c'est que le verre, il est très énergivore. Parce que je pense que derrière votre question, il y a ça. Et que il y a énormément d'efforts qui sont faits par les verriers eux-mêmes pour changer le type d'énergie. Mais c'est une question un peu d'habitude qui a été prise, y compris par les entreprises qui utilisent le verre. Et la question du changement, de comment on revient, parce que finalement certains ont connu la consigne du verre, comment on y revient et comment on fait pour maîtriser son impact, parce que tout à l'heure je parlais de logistique, de capacité d'avoir le bon nombre de rotations des emballages. Voilà, c'est des choses qui sont en train d'être travaillées. C'est sûr qu'il y a, ne nous le cachons pas, il y a je parlais de se différencier dans l'emballage. On est passé aussi par l'ère du marketing qui était vraiment sur cette question de la singularité, et là c'était pratique. Donc il faut réussir à entraîner ce changement-là. Ça va prendre du temps aussi. Je vois Romain avec sa bouteille. C'est qui le footballeur qui avait poussé Non, mais ça illustre totalement ce que vous dites, c'est que là c'est marqué Evian dans le verre. Et donc si on veut réutiliser le verre, il faut faire des emballages standards. Merci Romain. Mais c'est marketing. Je prends une dernière question avant de conclure. Madame, c'est pour vous la dernière question. Merci pour la vôtre, madame. Je vais essayer de la faire pour tout le monde. Bonjour, oui. Je m'appelle Caroline Lisfranc. J'ai créé 2 startups qui ne fonctionnent pas. La première s'appelle Abracadapin. C'est l'idée d'utiliser vos tote bags, parce qu'on a tous plein de tote bags, des sacs, et d'arrêter d'utiliser des sachets papier à chaque fois que vous achetez du pain. Mais j'ai essayé de lancer ça, ça ne marche pas. J'ai été à Station F, c'est compliqué. Donc c'est pour essayer de vous expliquer qu'il y a des gens qui font des choses, mais que ça ne fonctionne pas. Donc ce que je voulais simplement, c'est que tout le monde se mette à amener chacun son tote bag et à acheter du pain sans prendre ce sachet. Ça n'a pas marché. Et la deuxième start-up, ça s'appelle Pause Câlin. Et l'idée, c'est de faire des câlins au lieu de faire des achats.
Je pense qu'il est plus important moi je veux un câlin. de faire des câlins. J'essaye d'en faire partout, dans les EHPAD, pour que les gens aillent mieux. Et je vous assure que de faire un câlin de 30 secondes à 1 minute, alors ok, il y a eu le Covid, mais c'est très compliqué. Pourtant, ça changerait notre mode d'éducation. Donc la seule chose que j'avais envie de dire, suite à votre merveilleuse matinée et tout ce que vous avez dit, c'est que ce serait bien aussi que vous preniez le temps, par exemple vous 5 ici réunis, pour continuer cette idée-là et faire, je ne sais pas, un papier d'engagement qui permettrait à chacun d'entre nous de faire quelque chose et d'être heureux de l'avoir fait, d'avoir, je ne sais pas, moi, un coup de tampon, un câlin, une embrassade, ce que vous voulez, ou rien du tout, mais d'être content de participer à aller de mieux en mieux les uns avec les autres pour changer. Alors, je ne sais pas quoi rajouter comme conclusion, à part le fait que, oui, je vais venir, moi, en tout cas, vous faire un câlin. Et puis, remercier cette magnifique audience, remercier nos panélistes qui avaient vraiment bossé le sujet, même si on a dû couper un petit peu les ailes de certaines questions. On reste pas loin pour en discuter avec vous. Bonne Cité de la Réussite. Merci à nos intervenants et à très bientôt.